Oui, je peux rapidement présenter notre conférencier, qui est professeur à l'Université d'Aix-Marseille et membre de l'Institut universitaire de France, qui travaille sur le développement de systèmes expérimentaux qui permettent de simuler des environnements astrophysiques dans différents milieux, interstellaires, cométaires, milieux astéroïdes, terre primitive. Et je crois que son objectif, c'est de montrer que si la formation de la matière organique, on l'a déjà suffisamment explicité avec les deux précédentes conférences, peut être considérée comme universelle, eh bien, les systèmes vivants sont en présence beaucoup plus restreinte, semble-t-il, et la question que se pose notre conférencier, c'est finalement cette évolution chimique qui amène à l'émergence de ces systèmes particuliers. Si elle a lieu sur la Terre, n'a-t-elle eu lieu que sur la Terre et pourquoi a-t-elle eu lieu sur la Terre? Voilà, donc l'objectif de ces recherches, c'est d'étudier expérimentalement l'évolution de la matière organique dans différents environnements et de déterminer en quoi cette évolution peut apporter des indices sur les processus chimiques qui ont pu être à l'origine de systèmes biochimiques. Voilà, je lui laisse la parole. Merci beaucoup pour cet excellent résumé. C'est tout à fait ça. Donc, ouais, donc aujourd'hui, on va se focaliser sur l'origine de la matière organique du système solaire qu'on peut retrouver dans les corps interplanétaires. Ah, il y a un micro là. Il y a un micro qui est ouvert. Et donc, on va essayer de comprendre l'origine de la matière organique que l'on peut trouver dans les astéroïdes et les comètes, de ce qu'on va appeler les corps interplanétaires. Et puis on finira en quoi est-ce que cette matière organique exogène, hein, donc extraterrestre, aurait pu jouer un rôle dans l'émergence du système vivant sur la Terre primitive. Donc ça va bien recouper ce dont parlait tout à l'heure Caroline et puis Laurent au tout début. On finira un petit peu sur ces notions-là. Alors donc c'est comme lorsqu'on est chimiste, moi je suis chimiste de formation, je suis chimiste analyticien et puis chimiste pseudo-organicien on va dire. Donc on s'intéresse évidemment à la question en astrobiologie quelles ont pu être les conditions de l'environnement pour permettre la transition du non-vivant au vivant. Et lorsque donc, comme je vous disais, on est chimiste prébioticien, on va dire, donc on s'intéresse à cette chimie dans les conditions particulières, la Terre primitive, avec les informations qu'on peut avoir sur cet environnement-là, on va suivre un schéma qui est un petit peu basique ici. C'est-à-dire qu'on va essayer d'identifier les réservoirs de petites molécules. Quoi est-ce que ces réservoirs de petites molécules vont pouvoir former ce qu'on avait appelé les building blocks? Alors généralement, les building blocks, c'est ce qu'on détermine comme étant les molécules constitutives des biomolécules du vivant sur les systèmes terrestres. Donc, ça va être les acides aminés, les bases nucléiques, les sucres. On verra qu'à la fin de ma présentation, on peut remettre ça un petit peu en cause et aller beaucoup plus loin que cette notion. Enfin bref, actuellement, c'est ce qui est le schéma établi. Et puis après, on va essayer de comprendre comment ces building blocks vont pouvoir s'associer pour former les macromolécules et ensuite comment ces macromolécules vont pouvoir interagir pour former des cellules primitives qui vont ensuite évoluer vers les cellules telles qu'on peut les connaître dans le système biochimique actuel. Donc évidemment, lorsqu'on a ce schéma-là, le point de départ, ça va être de déterminer quels sont les différents réservoirs de matière organique qui vont être disponibles dans les conditions donc de la Terre primitive. Donc en fait, vous avez deux types de réservoirs. Vous avez ce qu'on appelle le réservoir endogène, qui va être lié à l'ensemble des environnements de la Terre primitive qui vont permettre de générer de la matière organique. Donc, vous avez la fameuse expérience de Miller qui vous permet, qui a montré, après on peut discuter des conditions, mais bon bref, le principe qu'on peut faire avec des décharges électriques qui simulaient les éclairs dans les environnements volcaniques ou atmosphériques de la matière organique. Vous avez les sources hydrothermales, tout à l'heure vous en parliez, et puis on a à côté ce qu'on appelle le réservoir exogène, donc ce dont parlait Caroline tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'ensemble de la matière organique qui va pouvoir être délivrée à la surface des planètes par les objets interplanétaires que sont les comètes et les astéroïdes. Alors en tant que chimiste, on peut se dire bon bah finalement le principal c'est d'avoir la matière organique, mais nous on suit en fait le fil qui est lié à la matière exogène, tout simplement parce que à la différence de l'environnement endogène où finalement on a assez peu quand même d'informations sur les conditions géologiques, climatiques qu'il pouvait y avoir au moment de la Terre primitive, parce que vous avez tout un reprocessing, notamment lié à la biologie qui a eu lieu lors des différents milliards d'années d'évolution géologique de la Terre. Eh bien, lorsqu'on s'intéresse au niveau du réservoir exogène, on a en fait une vue de la matière organique qui pouvait être disponible il y a 4,3, 4,1 milliards d'années, par le fait qu'actuellement, on peut retrouver des météorites sur Terre. Alors, une météorite sur Terre, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est un astéroïde, une comète qui a traversé l'atmosphère, donc c'est ce qu'on appelle le météore, c'est l'étoile filante, et qui se retrouve sur Terre. Et lorsque vous regardez certaines de ces météorites, qu'on appeler les météorites carbonées, chondrites carbonées, eh bien, on se rend compte qu'à l'intérieur de ces objets-là, vous avez une très grande diversité moléculaire.
Et donc, comprendre actuellement l'objet qu'est la météorite sur Terre, eh bien, c'est donner une information directe du type de matière organique qui a pu être disponible il y a 4, et quelques milliards d'années et qui a peut-être joué un rôle dans l'émergence des systèmes vifs. Donc là, l'objectif de la présentation, ça va être bien d'essayer de comprendre quelle est l'origine de cette matière organique que l'on va retrouver au sein des corps interplanétaires sur les astéroïdes et les comètes. Et ensuite, une fois que c'est délivré sur Terre, on va essayer de discuter un petit peu bien comment est-ce que cette matière organique aurait pu jouer un rôle dans l'émergence du système vivant. Donc notre point de départ va se retrouver. Vous voyez la souris là, vous la voyez ou pas? Oui, on la voit. Oui, c'est bon. Donc, on va partir en fait de ce qu'on appelle les nuages moléculaires denses. Donc, il faut savoir que ces nuages moléculaires denses sont formés à 99% d'hydrogène et un petit peu d'hélium. Et vous avez 1% en masse, et vous avez 1% de leur masse qui est formé par des petits grains de silicate qui vont être entourés, on va voir tout à l'heure, d'une couche de glace. Parce qu'en fait, vous êtes dans des zones très très froides. Hein, vous êtes entre 10 Kelvin et 20 à 50 Kelvin, très basse pression, hein, 10,13 à 10,15 millibars. Mais vous allez voir, donc, on va partir de cet environnement-là, parce que cet environnement-là, c'est la zone où va pouvoir se former la nébuleuse solaire et ensuite évoluer vers la formation d'un disque protoplanétaire. Donc, on va en laboratoire, vous allez voir, simuler cette première phase d'évolution. Une fois qu'on a formé le disque protoplanétaire, donc on a tous les petits grains initiaux qui étaient dans le nuage moléculaire dense qui ont évolué par différents processus que je vais vous détailler par la suite. Pardon, excusez-moi. Et puis, on va avoir une seconde phase d'évolution qui va mener à la formation, en fait, des objets du système solaire. Donc, vous allez avoir les planètes en tant que telles qui, elles, vont être des corps massifs qui vont monter à très haute température. Donc, vous allez reprocesser la matière organique qui aurait pu être accrétée. Et par contre, vous allez avoir les byproducts de cette accrétion que sont les astéroïdes et les comètes parce qu'ils n'ont pas été assez gros pour être totalement différenciés. Et donc, leur contenu organique va se rapprocher de ce qu'il pouvait y avoir au niveau du disque protoplanétaire qui vient de l'évolution du petit grain de nuages moléculaires denses. Et troisième phase que l'on va essayer de voir, c'est, comme je vous le disais au départ, le contenu organique va pouvoir être délivré sur Terre et on en a la preuve du fait des météorites, comme je vous parle, la présence des météorites actuellement sur Terre, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, on va commencer par essayer de comprendre ce qui se passe lors de la première phase d'évolution. Donc, on va partir donc, en laboratoire, on va développer des systèmes expérimentaux qui nous permettent de simuler la formation des glaces ici, au niveau des nuages moléculaires denses, on va les soumettre à des processus d'altération qu'elles peuvent subir lorsqu'elles vont évoluer, lorsque le système va évoluer du nuage, effondrement du nuage pour former la protoétoile et évolution de la nébuleuse jusqu'à la formation du disque protoplanétaire. Donc, ça représente ce schéma. Donc, on va former des glaces. Donc, ici, vous avez le cœur, vous avez le support donc, du petit grain, vous avez les glaces autour. Donc, les glaces, comment est-ce qu'elles sont formées? Tout simplement, vous êtes dans des zones très froides. Donc, les grains sont formés à partir des supernovas qui vont éjecter. Alors, moi, je suis pas astrophysicien, donc je sors un petit peu de mon champ de compétences là, mais qui va éjecter les éléments lourds. Donc, c'est les premiers éléments réfractaires qui vont se condenser pour former des grains de silicate. Et après, à la surface, vous allez avoir l'oxygène, le carbone, l'azote qui vont s'accréter à la surface du grain. Et puis, quand vous êtes bien à 99% dans l'environnement de l'hydrogène, vous allez faire des réactions d'hydrogénation pour former l'eau, l'ammoniac, le méthanol à partir du CO qui s'est formé en phase gazeuse et qui s'est accrété sur les grains, ainsi de suite. Donc, vous allez former en fait des glaces qui sont assez complexes, qui sont observables par les satellites infrarouges, notamment vous avez dû entendre parler du JWST maintenant qui donne de nouvelles informations sur la composition de ces glaces. Initialement, c'était le satellite ISO qui avait permis d'obtenir ces informations-là. Et donc, on sait que ces glaces sont formées majoritairement d'eau, de CO, de dioxyde de carbone, de méthanol, d'ammoniac, de formaldehyde, ainsi de suite. Donc ça va être notre point de départ. Donc on va simuler, on va recréer ces glaces en laboratoire et ensuite on va à basse température, hein, on est entre 20 et 77 Kelvin. Et alors on peut pas évidemment sur Terre aller dans les pressions qui sont dans ces milieux-là, mais on va descendre à des pressions aux alentours de 10,9 millibars dans les systèmes expérimentaux que nous on développe au sein du laboratoire. Et donc ensuite, une fois qu'on a formé ces glaces, eh bien, on va les soumettre à des processus énergétiques auxquels elles peuvent être soumises lorsque le petit grain va évoluer dans l'environnement, l'étoile en formation. Donc ça va être irradiation par des ions, bombardement par des ions et des électrons, irradiation par du rayonnement ultraviolet. Et puis aussi, on va pouvoir réchauffer la glace pour simuler l'évolution du grain par rapport à sa distance à l'étoile. Évidemment, l'étoile va émettre aussi dans l'infrarouge, va réchauffer son environnement, donc on va pouvoir avoir un réchauffement de ces grains-là.
Et suivant l'environnement thermique, bien, vous allez avoir une partie des molécules qui vont pouvoir se retrouver en phase gazeuse, donc qui ont été générées lors de cette évolution-là, qui vont aller enrichir la phase gazeuse, et d'autres molécules plus réfractaires vont rester à la surface du grain pour former ce qu'on va appeler un résidu organique réfractaire. Donc, vous allez voir que maintenant, je vais vous montrer comment on simule ça en laboratoire et les différentes informations qu'on peut obtenir sur le type de réactivité chimique qu'il peut y avoir dans ces environnements-là et le type de molécules qui peuvent se former. Et on discutera après de la question, est-ce que c'est intéressant ou pas dans le contexte des origines. Donc voilà ce type de système qu'on développe en laboratoire. Donc ici, vous avez le centre du système, c'est ces chambres sous vide, là, qui est à 10-9 millibars. Hein. Donc elle est montée d'une tête cryogénique. Donc en fait, c'est une tête qui est reliée à un compresseur d'hélium qui nous permet donc de mettre de l'hélium liquide, de refroidir à la température de jusqu'à 10 Kelvin. Et donc en fait, ici, vous avez, on voit là, très légèrement des lignes d'injection de gaz dans lesquelles on va faire l'adhérent dans lequel on va faire les mélanges qui nous intéressent pour eau, méthanol, ammoniac, donc qui sont représentatifs des molécules que l'on peut observer sur les glaces du nuage moléculaire dense, et on va venir condenser ces gaz à la surface d'un doigt qui est refroidi donc dans les 10 à 20 Kelvin. On va faire cette glace-là, on va avoir un diagnostic infrarouge qui va nous permettre de regarder la composition des glaces et l'abondance, qu'on ne soit pas trompé dans l'abondance des glaces, des molécules au sein de la glace. Et puis derrière, on a toute une batterie de systèmes analytiques qui sont couplés, donc par exemple chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis, on a fait tout un système de récupération d'échantillons sous vide pour éviter les contaminations extérieures. Et on peut récupérer ces échantillons-là et faire des analyses ex situ, par exemple en chromatographie liquide couplée à la masse ou en spectrométrie de masse haute résolution. Ça aussi, j'en parlerai tout à l'heure. Donc voilà, donc ça, c'est le genre de système qui nous permettent de simuler les environnements glacés du nuage moléculaire dense initial. Donc là, je vais vous montrer une première expérience qu'on a faite, qui est très simple, c'est-à-dire que dans le système que je vous ai montré, on va faire une glace avec une molécule pure, on va l'irradier à l'Iman alpha, donc 121 nanomètres, donc dans le rayonnement ultraviolet, et puis on va la réchauffer pour voir quel type de molécules organiques peuvent être relarguées en phase gazeuse, donc enrichir la phase gazeuse lorsqu'on parle uniquement de cette molécule méthanol. Alors pourquoi le méthanol? Tout simplement parce que c'est une des molécules les plus abondantes où le carbone est à peu près réduit, qui sont observées dans ces glaces du nuage moléculaire dense initial. Donc l'expérience est assez simple. Sur le doigt froid, donc on va faire une glace de méthanol déposée à 20 Kelvin, on va l'irradier avec un rayonnement ultraviolet, on va pouvoir regarder à l'infrarouge l'évolution de la glace en direct, donc on a un diagnostic in situ, et une fois qu'on a terminé l'expérience, on va simuler le réchauffement de la glace. Lorsqu'on réchauffe la glace, vous allez avoir une partie des molécules qui vont être organiques, qui vont être volatiles, on se retrouver en phase gazeuse, et on va les transférer vers une chromatographie en phase gazeuse, dans laquelle donc on va pouvoir séparer les molécules avant de les injecter dans un spectre de masse qui va nous permettre, donc là c'est l'impact électronique pour ceux qui connaissent, donc on va fragmenter la molécule, et ce pattern de fragmentation, ce qu'on appelle, va être en fait l'empreinte digitale de ma molécule, et ça va me permettre d'obtenir une identification de la molécule qui a pu être formée à partir de l'irradiation du méthanol. Donc voilà ce que ça donne. Donc ici, ce sont les différents spectres infrarouges qu'on a pu obtenir. Donc en rouge, vous avez le méthanol qui est déposé, et puis en bleu, vous avez après 3 couches de dépôt de méthanol irradié donc à 121 nanomètres. On voit bien que par rapport au spectre de départ, on a des bandes en infrarouge qui apparaissent. Pour certaines qui peuvent être identifiées, donc classiquement, là ici vous avez le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, le formaldéhyde et le méthane. Et puis derrière, par contre, vous voyez qu'on a d'autres petites bandes qui apparaissent, et là, c'est beaucoup plus difficile, uniquement avec l'infrarouge, d'aller identifier les molécules. Donc c'est là où on va réchauffer la matrice de méthanol que l'on a formée et irradiée. Vous avez une partie donc des molécules qui vont aller en phase gazeuse et une autre partie potentiellement qui peuvent rester. Donc ici en vert, vous avez le spectre infrarouge après sublimation du méthanol irradié, et on se voit bien qu'à la limite de détection de l'infrarouge, on n'a plus aucun signal, on n'a plus de fonctions chimiques qui sont identifiées à l'infrarouge. Donc maintenant, qu'est-ce que l'on voit avec l'analyse de la GCMS? Puisque une fois qu'on a réchauffé le système, ces molécules qui ont été en phase gazeuse, on les transfère, alors vers un système qui est un peu compliqué, je ne vais pas vous présenter ici, vers une interface, mais qui va nous permettre ensuite d'injecter directement en chromatographie gazeuse. Eh bien, on se rend compte qu'en fait, on forme une très grande diversité moléculaire. C'est-à-dire que là, vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'on parle uniquement du méthanol, on est à 20 Kelvin, 10-9 millibars, on a juste soumis des photons au système, donc les photons à 121 nanomètres, en fait, on va craquer le méthanol, on va faire des radicaux, donc on va déclencher une chimie radicalaire,
Lorsqu'on réchauffe légèrement le système, on va avoir eh bien, les radicaux qui vont commencer à diffuser dans la matrice et ça va se recombiner pour former finalement eh bien, une très grande diversité moléculaire. Puisque ici, vous voyez qu'à partir uniquement du méthanol, donc là en noir, c'est toutes les molécules qu'on a pu identifier grâce à la GCMS. En bleu, c'est ce qu'on avait identifié et confirmé par rapport aux autres analyses qui étaient faites initialement avec d'autres techniques. Et en rose ici, c'est les systèmes qu'on n'a pas pu encore identifier parce qu'il faut faire la dérivatisation. Donc ça, c'est le problème technique. Et là, ça vous montre que grâce au couplage avec la GCMS, eh bien, on est capable d'avoir une bien meilleure information sur la diversité moléculaire qui peut être générée à partir de ces glaces. D'accord? Donc, on a vraiment des glaces, c'est des vrais petits réacteurs chimiques. À la différence que peut-être on pourrait penser lorsqu'on voit qu'on est à 1 Kelvin, 10 millibar, ben finalement, quand vous soumettez de l'énergie à votre système, une énergie suffisante, eh bien, vous allez générer une réactivité qui est extrêmement riche. Donc voilà, donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que dans cette phase où on part de la glace à très basse température et qu'on va la soumettre à des processus d'irradiation, dans la phase gazeuse, on va être capable de récupérer cette diversité moléculaire. Et ça nous montre qu'on a à basse température déjà une chimie qui est extrêmement riche, qui est à la fois basée sur de la chimie radicalaire, hein, on active les molécules avec de l'UV en les cassant pour former des radicaux, puis après on va avoir une réactivité thermique aussi qui va pouvoir avoir lieu au sein de la matrice d'eau pour former ces petites molécules qu'on détecte en phase gazeuse. Donc évidemment, là je vous ai montré que le méthanol, mais les glaces maintenant qui vont nous intéresser vont être beaucoup plus complexes entre guillemets en termes de diversité moléculaire, puisqu'on va ajouter les molécules observées sur les glaces des nuages moléculaires denses, que sont l'eau, le méthanol, l'ammoniac, le CO, ainsi de suite. Et donc notamment, ce qui va se passer, c'est que lorsque l'eau va désorber, eh bien, donc, dans les températures de notre laboratoire 10-9 millibars, c'est entre 150 et 180 Kelvin, l'eau va emporter avec elle une grosse partie des molécules qui vont être générées à cette température, mais vous avez d'autres molécules dans la matrice d'eau qui vont pouvoir réagir pour aller former des molécules plus réfractaires. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez plus l'eau, vous concentrez votre système et vous allez réussir à avoir une chimie qui va avoir lieu, donc une chimie en absence d'eau, donc beaucoup plus concentrée, qui va nous mener à des résidus plus réfractaires ici, hein, ce qu'on va appeler, et qui vont mener à la formation potentiellement de macromolécules. Donc maintenant, on va essayer de voir et à peu près avoir une idée de quel type de matière organique on peut générer à partir de ces glaces. Donc ici, je vous mets une petite vidéo. Vous allez voir, c'est ce qui se passe au niveau du réchauffement de l'échantillon lorsque on a après irradiation de la glace. Donc vous voyez ici qu'il y a ce genre vous avez des bulles, hein, et vous allez arriver à avoir une espèce de genre de liquide qui se passe à la fin une fois qu'on a désorbé l'eau. Et là, c'est exactement le processus qui se passe lorsqu'on réchauffe notre glace. C'est une vidéo qu'on a faite. Donc là, vous voyez qu'on a une évolution de la glace et puis on va avoir une sublimation des molécules volatiles et une sublimation maximale lorsque l'eau désorbe. C'est l'eau qu'on va désorber. Et à la fin, il nous reste une sorte d'huile. C'est ça notre résidu réfractaire que l'on va récupérer à la fin de notre expérience, hein, que je vous remets ici. Hop, voilà. Donc voilà le résidu à la fin de l'expérience. Donc ça, c'est le support qui est refroidi entre 20 Kelvin et 77 Kelvin. Vous voyez ici une image du résidu. Et si vous faites une image au microscope, eh bien, on se rend compte que c'est pas un résidu solide, une poudre en tant que telle, mais c'est une huile organique, en fait, tout simplement. Et on peut avoir un diagnostic infrarouge des fonctions chimiques qui composent le résidu. Voilà, vous avez les différentes fonctions chimiques qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, on peut identifier quelques molécules comme l'hexaméthylène tétramine ou le polyoxyméthylène. Donc là, vous avez un résidu qui est formé à partir d'un mélange d'une glace composée d'eau, de méthanol, d'ammoniac, déposé à 77 Kelvin, 10-8 millibars et irradié pendant un certain temps à l'imane alpha dans l'UV. Donc, on va principalement ici aujourd'hui parler de ce type de glace-là. Donc, gardez bien en tête que l'on parle uniquement d'eau, de méthanol, d'ammoniac. Donc, si on regarde l'infrarouge, on voit bien qu'en fait, on a plein de fonctions chimiques différentes. On a des amines, on a des acides carboxyliques, des esters, ainsi de suite. Donc, on voit qu'on a une certaine diversité moléculaire au niveau des fonctions chimiques. Mais comme on a vu tout à l'heure au niveau de la phase gazeuse, qu'à partir uniquement du méthanol, on pouvait aussi générer en termes de molécules une grande diversité moléculaire, on s'est dit, bien, essayons de trouver une technique analytique qui va nous permettre de voir au niveau de la phase solide, est-ce que aussi on a généré une grande diversité moléculaire.
Donc ça, ce sont des travaux qu'on a développés avec Roland Thyssen à l'époque à l'IPAC, donc il y a maintenant, c'est vieux maintenant, il y a une dizaine d'années. L'idée, c'était de récupérer en fait mon résidu qui est entièrement soluble, ça c'est important, hein, entièrement soluble dans les solvants polaires protiques que sont l'eau ou le méthanol par exemple. On le solubilise dans du méthanol, donc c'est ce qu'on avait récupéré le support échantillon sur lequel il y a le résidu, on met du méthanol dessus, on le récupère et on l'infuse en fait dans un spectromètre de masse très haute résolution. Et en faisant ça, eh bien, on s'est rendu compte qu'on obtenait ce genre de spectre où eh bien, vous avez des dizaines de milliers de signaux différents. Donc, il faut savoir qu'en spectrométrie de masse haute résolution, là, on était sur une source électrospray. Donc, théoriquement, chaque ion correspond à un ion moléculaire. D'accord? C'est un M plus H, la molécule plus un hydrogène ou une molécule moins un hydrogène, suivant qu'on soit en mode négatif ou positif. Donc là, on est en mode négatif. On va avoir tendance à arracher les protons au niveau de la molécule elle-même. Donc, c'est très sélectif hein, comme mode. Après, il y a d'autres sources qui sont moins sélectives comme la PPI. Et là, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on voit eh bien qu'à partir uniquement de eau, ammoniac, méthanol, là, vous avez le ratio en 3:1 déposé à 77 Kelvin, basse pression, soumis à un processus énergétique, et ben, on est capable de générer une très grande diversité moléculaire. Alors évidemment, la première fois qu'on a montré ça à la communauté, tout le monde a un peu rigolé. Ils ont dit, voilà, c'est les huiles de pompe. Parce qu'on a des pompes, à l'époque, on avait des pompes, pas des pompes sèches, mais des pompes à huile. Donc, il a fallu démontrer que ces ions qu'on détectait ici, c'était pas des contaminations, mais ça venait bien de nos trois petites molécules ici. Alors, ce qu'on sait avec la spectrométrie de masse haute résolution, c'est qu'on peut avoir la composition atomique de chaque ion détecté. Alors, dans une gamme entre 200 et entre 100 et 400 à la résolution d'Orbitrap qu'on avait à l'époque à l'IPAG. Donc, on sait qu'on a du carbone dans nos molécules. Donc, ça veut dire que si les molécules sont bien générées par l'altération de nos glaces, eh bien, en gros, c'est le méthanol qui va jouer un rôle important dans la structuration de nos molécules. Donc, on s'est dit, comme on a la haute résolution, ça nous donne une certaine information. Donc, vous avez une précision sur la masse. Donc là, par exemple, j'ai mis un exemple, la masse exacte, 141,1128. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut déterminer le défaut de masse, c'est-à-dire qu'on prend la masse nominale, on soustrait la masse exacte, et ça nous donne cette information. Et lorsqu'on est sur une glace qui a du méthanol avec du carbone C12, eh bien, le carbone 12, par définition, n'a pas de défaut de masse. C'est 12,00000, ce qui n'est pas le cas de l'oxygène, ni de l'hydrogène, ni de l'azote. Donc, en fait, ce défaut de masse, lorsqu'on est sur une glace dans le cas d'un méthanol C12, va dépendre uniquement de la quantité d'azote, d'hydrogène et d'oxygène qui composent la molécule qu'on analyse. Donc, cette distribution en masse ici que vous avez en noir, qui correspond en fait à tous ces pics, à tous ces ions qu'on a détectés ici, elle a une certaine position lorsqu'on a un carbone C12. Donc, on s'est dit, pour montrer que les ions détectés proviennent bien du méthanol, eh bien, on va tout simplement changer l'isotope du carbone. On va le passer en 12 vers le 13. Et là, le 13, lui, évidemment, on augmente d'une unité. Et surtout, le défaut de masse va être positif, puisque de tête, je ne me rappelle jamais, mais il est de 0,013, je crois. Donc, à chaque carbone de chaque molécule, le défaut de masse va augmenter. Et donc, lorsqu'on fait une représentation de défaut de masse en fonction de la masse exacte, eh bien, pour chaque molécule du C12 qui provient du méthanol de ma glace, lorsque je passe au niveau du C13, je vais avoir sa position qui va augmenter au niveau de l'ordonnée, puisque je vais augmenter le défaut de masse de chaque carbone de la molécule. Et si vous regardez, eh bien, ici, vous avez la distribution en noir, la majorité des molécules en C12, eh bien, vous regardez que cette distribution, elle augmente au niveau du C13. Ça veut dire tout simplement eh bien, que la majorité des molécules qu'on détecte dans notre analyse ici, eh bien, elle provient bien du méthanol de notre glace. Donc ça démontre que en partant uniquement d'eau, de méthanol, d'ammoniac, on soumet ça à de l'UV. Alors, ça fait la même chose avec des électrons et des ions, on a fait le même. On réchauffe le système, on dessort les molécules les plus volatiles et à la fin, eh bien, on a un résidu qui présente des dizaines de milliers de molécules jusqu'à des masses de l'ordre de 4000 Dalton. Donc, on va vraiment générer des macromolécules uniquement à partir de vraiment 3 petites molécules qui sont vraiment simples pour un chimiste. Donc, ça vous montre vraiment que ces glaces sur ces grains sont vraiment des réacteurs chimiques qui vont mener à une chimie extrêmement riche et très complexe qui génère une très grande diversité moléculaire. Donc là, je vous ai montré une approche globale, c'est-à-dire qu'on regarde de manière générale la composition de l'échantillon.
Donc maintenant, qu'est-ce qu'il en est si on va s'intéresser, notamment donc, dans la thématique origine, et c'est l'objectif de cette journée, est-ce qu'il y a des molécules qui pourraient être intéressantes, ces fameux building blocks là, que je vous parlais initialement, donc qui sont les bouts qui vont s'associer ensuite pour former les macromolécules que sont les protéines, par exemple, ou les ADN ou les ARN. Et bien, en fait, lorsqu'on fait du ciblage, donc on va aller chercher ce type de molécules-là, donc en GCMS ou en LCMS, eh bien, on détecte des bases nucléiques. Donc ici, vous voyez, il y a la cytosine. Donc maintenant, il y en a d'autres. Il y a l'uracile, la thymine qu'on peut détecter. Il y a beaucoup de sucre, notamment le ribose. Et puis, on a beaucoup d'acides aminés. Donc là, les acides aminés, on en a détecté une trentaine à peu près. Et puis, vous avez aussi des petits peptides. Donc là, vous voyez vraiment, c'est-à-dire que, je me répète, mais c'est vraiment important de bien comprendre, c'est-à-dire qu'on part vraiment d'un environnement qui est en conditions extrêmes, très basse température, très basse pression, uniquement avec des petites molécules. Vous fournissez de l'énergie et derrière, vous avez toute cette diversité moléculaire et la génération de molécules qui, derrière, vont pouvoir potentiellement avoir un intérêt prébiotique une fois qu'on va se retrouver dans l'environnement qui va permettre cette évolution prébiotique. Donc, évidemment, tout ça, c'est du laboratoire. Donc, à un moment donné, c'est bien beau de faire des manips en labo, mais il faut pouvoir aussi se confronter au réel. Et donc, l'idée, eh bien, c'est de regarder un petit peu notre météorite, ce que je vous raconte au début de l'exposé, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on peut analyser cette météorite et on va comparer ce qu'on a généré en laboratoire à ce qui est présent au sein de la météorite et on va voir s'il y a des choses si on est totalement à côté de la plaque ou est-ce qu'au contraire, eh bien, un autre scénario, il va dans le bon sens. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une météorite chondritite carbonée, elle a à peu près jusqu'à 5% de sa masse qui est en matériau carboné et il y a 25% de ce matériau carboné qui est un matériau soluble. Soluble, ça fait penser à ce qu'on a généré à partir des glaces qui est un résidu lui-même soluble. Donc maintenant, regardons quelle est la diversité moléculaire qu'on peut avoir dans cette matériau organique soluble de la météorite. Donc ça, c'est des analyses qui ont été faites en 2010 par Fischin-Skopin à Munich sur cette spectrométrie de masse haute résolution de type FTICR. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que ces matériaux organiques solubles de météorites présentent une très grande diversité moléculaire aussi, qui rappelle la diversité moléculaire que l'on peut observer dans les résidus qu'on génère à partir de nos expériences, à partir des glaces. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point très intéressant, c'est que dans ces objets aussi, donc cette fraction soluble, eh bien, on détecte aussi des sucres, des bases nucléiques et des acides aminés, entre autres. Il y a des lipides et ainsi de suite, comme on a aussi dans les résidus. Donc, ça veut dire que sur cette partie organique soluble, eh bien, ce qu'on est capable de générer à partir des glaces en laboratoire, il y a des similarités. Je dis pas que c'est ce qu'on a généré, ce qu'il y a dans les météorites, on est loin de là, mais on commence à avoir un scénario quand même qui nous permet d'avoir des choses qui ont des ressemblances avec ce qu'on peut avoir dans l'objet naturel. Le problème, c'est qu'à côté de cette partie soluble, qui représente 25% donc de la masse de matrice carbonée de la météorite, on a une partie insoluble qui est majoritaire, qui représente les 75 autres pourcents. Donc la question qu'on s'est posée, c'est qu'à partir de nos glaces, c'est super, on peut former ce résidu soluble là, 300 Kelvin, on est toujours à 10-7, 10-8 millibars, mais est-ce qu'il serait possible de former aussi des matériaux insolubles? Donc là, vous avez une image au microscope de la surface du résidu tel qu'il est lorsqu'il sort de l'expérience après l'irradiation de la glace. Et on s'est dit, bon chimiste, pour faire la matière insoluble, on lui soumet l'énergie et puis on va regarder ce qui va se passer. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque on irradie à 121 nanomètres pendant 72 heures le résidu, donc là, on avait masqué le bas du résidu. Le haut ici c'est la surface d'irradiation. On voit très clairement qu'on a une modification de la surface du résidu. D'accord? Donc, c'est-à-dire que morphologiquement, il s'est passé quelque chose. Ce qui est un peu logique, mais il fallait le démontrer. Par contre, si on regarde le spectre infrarouge avant irradiation et après irradiation, c'est un peu difficile de déterminer quel type de fonctions chimiques ont été impactées par ce processus d'irradiation. Donc, ce qu'on a fait, c'est on s'est dit, comme si le principe c'est de faire l'insoluble, eh bien, on va mettre notre fenêtre dans laquelle on a fait cette expérience, on l'a mis dans l'eau pendant 14 heures, de manière à récupérer la fraction soluble, et puis on regarde si à la fin, il reste une fraction insoluble, et en effet, si vous regardez, à la fin du lavage, eh bien, il reste bien une fraction insoluble, qui est cette fois-ci totalement différente au niveau de la signature infrarouge du résidu initial. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne le voyait pas lors de l'étape après irradiation de notre résidu? C'est tout simplement que l'infrarouge, il vous sonde toute la profondeur de votre échantillon.
Et lorsque vous tapez avec de l'UV sur la matière organique, vous avez que les quelques premiers 0,1 micromètres, 0,3 micromètres qui sont irradiés par les UV. Et si votre résidu est trop important, ben en fait, comme vous sondez avec l'infrarouge, vous faites une moyenne du signal, et si votre partie soluble est trop importante par la partie insoluble, ben vous masquez en fait la signature de votre insoluble. Donc le fait d'avoir enlevé la partie soluble nous a permis de récupérer uniquement la phase insoluble et d'avoir la signature infrarouge de cette fraction insoluble. Et là où vous voyez très clairement qu'on a un profil différent, donc on a des molécules qui sont différentes. Donc c'est super, on a pu former à partir de nos petites glaces 3 molécules, eau, méthanol, ammoniac, un matériau soluble présentant une très grande diversité moléculaire, et on a pu le transformer vers quelque chose d'insoluble, comme on pouvait le voir au sein des météorites. Maintenant la question c'est est-ce que ces matériaux insolubles présentent aussi une diversité moléculaire telle qu'on pouvait l'observer au niveau des matériaux solubles. Donc, on a fait d'autres analyses. Donc, ici, vous avez une nouvelle représentation. Donc, c'est toujours fait en spectrométrie masse haute résolution. Donc, comme je vous le disais, l'intérêt, c'est que la spectrométrie masse haute résolution vous permet d'obtenir la composition atomique des ions que vous détectez. Donc, c'est-à-dire le nombre de carbone, d'hydrogène, d'azote, d'oxygène, de soufre que vous avez. Et en fonction de la résolution, vous pouvez attribuer une formule stoichiométrique pour chaque ion détecté. Et une fois que vous avez ça, eh bien, vous pouvez créer des représentations. Donc ça, c'est la représentation de Van Crevelen qui vous représente les ratios élémentaires H sur C en fonction de O sur C. Donc là, l'intérêt de ces représentations-là, c'est que ça vous place vos molécules dans un espace qui peut être calibré et ça peut vous donner une information. Par exemple, ici, on va plutôt avoir les polyols ou les carbohydrates. Ici, vous allez plutôt avoir les lignines, ce genre de choses comme ça. Donc, ça vous permet d'avoir déjà une première information sur le type de molécules de fonction chimique que vous pouvez avoir. Et aussi, l'autre intérêt, c'est tout simplement, bien que ce qu'on voit ici, c'est que ça va vous permettre de suivre l'évolution de la distribution moléculaire de mon échantillon, suivant l'altération à laquelle il va pouvoir être soumis. Donc là, par exemple, on part à gauche du matériau organique soluble, donc l'analogue qu'on a généré à partir des glaces. On fait la manip exactement la même que je vous ai montré tout à l'heure à l'infrarouge. On irradie donc soit des UV, des ions, et puis derrière, on récupère la fraction insoluble et on fait de l'analyse. Donc ici, c'est plus d'électrospray, puisque un insoluble, par définition, ne peut pas être solubilisé, donc on ne peut pas faire l'injection liquide. Par contre, c'est de la désorption laser. Et si vous regardez avant et après, très clairement, vous voyez qu'on a modifié totalement le type de molécule qu'on détecte, puisque là, on a diminué fortement les H sur C, donc ça, c'est normal, c'est ce qu'on attend. On va aller vers une aromatisation du système. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une très grande diversité moléculaire ici, encore présente. On a plusieurs dizaines de milliers d'ions qui ont été détectés. Donc voilà, donc ça, c'est très intéressant. Toujours pareil, c'est du labo. Donc maintenant, si on compare ces deux signatures moléculaires à une météorite. Donc là, ça a été des travaux qu'on a fait avec Laurent Remusa et donc Carlos Afonso à Cobra. On a fait ces analyses à Cobra, laboratoire Cobra, et les météorites ont été fournis par Laurent Remusa à l'IMPMC au Muséum d'histoire naturelle. Donc si on regarde la fraction insoluble, donc l'analyse est faite exactement avec les mêmes techniques, avec le même protocole. On voit qu'on a une distribution dans l'espace qui ressemble à ce qu'on a dans la météorite de Paris. Donc toujours pas. Ici, attention, on a des similitudes qui apparaissent. Je ne dis pas qu'on a formé ce qu'il y a dans une météorite. Par contre, si on regarde la météorite de Paris, analysée exactement avec la même technique que ce qu'on a sur notre analogue, très clairement, on voit que la distribution est totalement différente. Donc, on a généré un matériau insoluble qui se rapproche de ce qu'on peut avoir dans Paris, mais par contre, le matériau initial soluble est très différent. Alors, comment ça peut s'expliquer? Tout simplement, les expériences que je vous ai montrées là, elles ne s'intéressent pour le moment qu'à la première phase d'évolution, c'est-à-dire à la formation de la matière organique qu'on va pouvoir retrouver à la surface des grains au niveau du disque protoplanétaire. Et ce qu'on sait de par l'analyse des météorites, c'est que leurs corps parents, les astéroïdes notamment, ont pu subir des altérations secondaires, que ce soit par réchauffement ou par altération aqueuse. Donc, il nous manque une phase d'évolution, qui est la phase d'évolution post-accrétionnelle, c'est-à-dire qu'on va former les corps du système solaire. Il y a les déchets du système solaire, de l'accrétion qui sont les corps, les astéroïdes et les comètes. Et dans ces objets-là, notamment les astéroïdes, eh bien, on va avoir une évolution secondaire, c'est-à-dire que les matériaux qu'on a formés à partir de nos glaces, ils vont pouvoir encore évoluer.
Et donc, pour vérifier cette hypothèse-là, on a fait une expérience qui a consisté à prendre nos résidus, toujours pareil, qui sont formés à partir de nos glaces, donc toujours eau, méthanol, ammoniac, basse température, basse pression, donc là, toujours à l'UV. On les a mis dans des conditions simulées d'astéroïdes, donc dans l'eau à 150 degrés, dans des petites capsules en or, donc ça a été fait au musée avec Laurent Rémusat, donc à des pressions estimées de l'ordre de 6 bars. Et puis, on a regardé la ténure spectrale avant, donc du résidu en sortie d'expérience de synthèse des glaces, création des glaces, et puis après vieillissement, donc par altération aqueuse. Et donc, toujours pareil, au retour, on retrouve mes représentations. Donc là, l'idée, c'est vraiment de regarder l'évolution. Et ce que vous voyez, c'est tout simplement, vous avez le résidu initial, et une fois qu'il est passé 100 jours dans l'eau, à 150 degrés, vous vous rendez compte qu'on a eu une modification, une transformation des molécules. Notamment, on a perdu les molécules qui étaient riches en oxygène, et on a tendance à les ramener vers des bas ratios H/C. Donc, on va faire une augmentation du degré d'insaturation du système. Donc, on a eu une évolution secondaire de notre échantillon synthétique. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si on le compare à ce qu'on peut voir dans une météorite? Donc là, ici, vous avez en haut, en haut, vous avez le résidu initial qui a été vieilli par altération aqueuse. Et si on compare ce qu'on obtient à la fin à ce qu'on peut avoir dans une météorite, vous voyez que là encore, on se rapproche d'une distribution dans l'espace moléculaire, dans l'espace qui se rapproche de ce que peut avoir au niveau d'une météorite, par exemple, de la matière organique solide, la météorite de Chisholm. Donc attention, encore une fois, je vais prendre des pincettes, c'est-à-dire qu'on commence à établir un scénario où on voit que la matière organique, lorsqu'on part des nuages moléculaires denses, on la fait évoluer jusque vers l'intérieur des astéroïdes, et on voit qu'on se rapproche de l'observable que sont les matières organiques solubles et insolubles des météorites, mais on n'a pas encore formé ce qu'il y a dans les météorites, évidemment, notamment ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, la matière organique d'une météorite, c'est 5% de sa masse. Donc, le reste, c'est quoi? C'est des minéraux. Dans toutes les expériences que je vous ai montrées pour le moment, on n'a pas mis de matière minérale. Donc, on n'a pas encore étudié l'interaction organique-minérale. Ça, c'est Vassili Savinogradov chez nous, au sein de notre laboratoire, qui a été recruté au CNRS pour lancer ce programme de recherche qui va refaire, en fait, toute cette évolution en y incluant à chaque étape la phase minérale pour voir comment est-ce que ça va impacter l'évolution de la matière organique. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec ces expériences-là, on démontre un scénario qui a de plus en plus, je dirais, de corps, qui nous permet de partir du lieu de formation du système planétaire, à partir de ces petits grains glacés où il y a des molécules très très simples pour un chimiste de l'eau, du méthane ammoniac. On leur fait subir ce qu'ils peuvent subir lorsque la nébuleuse évolue jusque vers le disque protoplanétaire. On forme des matériaux organiques qui se retrouvent plus ou moins processés à la surface des grains, donc du disque, et qui vont ensuite subir une accrétion, se retrouver au sein des corps parents de météorites, qui vont avoir une évolution secondaire. Et ces molécules organiques, cette matière organique, donc cette grande diversité moléculaire, que vous avez vu voir, c'est vraiment, en gros, Philippe Copine a comparé ça à la biomasse qu'il peut y avoir sur Terre. Il n'y a pas d'équivalent en termes de diversité moléculaire, en termes de nombre de molécules. Vous avez vraiment des dizaines de milliers de molécules d'isomères, vous avez plusieurs millions de molécules qui sont constitutives, qui sont présents dans ces corps interplanétaires. Et donc, comme je disais initialement, ces corps planétaires vont pouvoir venir impacter la surface de la Terre pour délivrer leur contenu organique, puisqu'on trouve des météorites. Donc, je vais finir avec le troisième point, c'est qu'est-ce qui peut se passer une fois que l'on a cette matière organique qui peut se retrouver à la surface de la Terre primitive. Donc, moi, je focalise sur la Terre primitive, puisque pour le moment, c'est là où on sait qu'il y a et notamment dans quelles conditions on va pouvoir développer une chimie prébiotique. Donc, vous verrez que jusqu'à maintenant, j'ai pas parlé de molécules prébiotiques, parce que pour moi, ça c'est un débat qu'on a notamment avec Caroline, qu'on a déjà eu, la molécule prébiotique en tant que telle n'existe pas. C'est que de l'abiotique. C'est formé en dehors des systèmes vivants, et à un moment donné, ces molécules elles vont se retrouver dans un environnement, et c'est ce qu'on va discuter maintenant, qui va leur permettre d'évoluer et notamment de s'auto-organiser. Donc, on se retrouve maintenant à la surface de la Terre, donc Terre primitive, il y a à peu près 4,3, 4,1 milliards d'années, dans un environnement
On a quelques données géologiques, mais bon, qui sont pas encore très claires. On a même encore des incertitudes sur l'aspect neutre ou plutôt légèrement réduit de l'atmosphère ou légèrement oxydé. Mais bon, on part quand même de ça. Et on va essayer de comprendre comment, à partir de cette diversité moléculaire, donc qui est représentée par les environnements exogènes, donc on a délivré via les astéroïdes, donc les météorites sur Terre, au large de la matière organique, elles se retrouvent dans l'environnement de la Terre primitive. Et quelles sont les conditions qui vont nous permettre, eh bien, de faire évoluer cette matière organique vers l'émergence des systèmes vivants. Et ça, c'est la grande question, c'est comment ça a pu se passer. Donc, la première chose qu'il faut, alors je suis désolé Laurent, j'ai pas vu ta présentation initialement, parce que j'ai oublié qu'on avait 1 heure de décalage. Ce qu'il faut, c'est simplement mettre de l'énergie dans le système pour obtenir une auto-organisation de la matière. Vous savez que le second principe de la thermodynamique, vouloir organiser un système, ça va contre le second principe de la thermodynamique, donc il faut mettre en place des systèmes dissipatifs. Donc on va prendre une partie de l'énergie qui va nous permettre de faire fonctionner le métabolisme, et puis l'autre partie va servir de déchet pour augmenter l'entropie globale du système. Et si vous avez une augmentation suffisante de l'entropie, eh bien vous allez pouvoir auto-organiser le système. Et dans cette auto-organisation, l'idée, c'est de pouvoir observer l'émergence de systèmes réplicatifs. Donc, il faut être capable de se reproduire, tout simplement. Et pour obtenir ça, il faut donc associer la matière à de l'énergie. Et ça peut pas se faire n'importe où. C'est là où se pose la question, notamment la question qu'a eu Caroline sur Bibring. C'est toute la question, et ça, moi, j'ai pas de réponse. Je sais pas dire si les systèmes vivants sont répandus ou pas dans l'univers, parce qu'on n'a pas la réponse à la question. C'est-à-dire, est-ce que les environnements qui vont présenter les conditions minimales d'énergie pour permettre une auto-organisation de la matière à l'émergence de systèmes réplicatifs, est-ce que c'est restreint, ça a été restreint au niveau de la Terre, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus répandu? Et ce qu'on pense, en fait, et ça, c'est des expériences qu'on commence à développer au sein du laboratoire à Marseille, avec Robert Pascal et puis Louis Gandecourt, c'est que il nous faut cette diversité moléculaire, tout simplement parce que comme on ne va pas avoir en face un choix infini d'environnement, eh bien, il faut avoir une très grande diversité moléculaire de manière à ce que l'environnement puisse choisir un peu ce qu'il veut au niveau moléculaire pour aller vers cette auto-organisation et vers l'émergence de systèmes moléculaires qui sont capables de se reproduire. Et une fois qu'on a cette capacité à se reproduire, eh bien, tout simplement, vous allez avoir au système qui va avoir une certaine stabilité dans le temps. Et si vous avez stabilité dans le temps par génération, tout simplement, eh bien, vous allez être capable à un moment donné d'avoir une évolution. Et vous allez évoluer, ça c'est le principe développé par Robert Pascal, vers un accroissement de la stabilité cinétique. Et une fois que vous avez ça, eh bien, vous allez aller vers des systèmes qui sont de plus en plus stables cinétiquement, c'est en gros qui sont de plus en plus loin de l'équilibre pour aboutir vers les systèmes biochimiques. Et donc toute la question, pour résumer, c'est comment est-ce qu'on va passer d'une complexité en termes de diversité moléculaire vers une complexité en termes d'organisation. La différence entre ce qu'on est capable de voir dans les météorites et ce qu'on voit dans les systèmes biochimiques, c'est une question d'organisation. Et pour obtenir une organisation de la matière, et qui va mener à des systèmes qui vont minimiser l'énergie nécessaire pour le fonctionnement, eh bien, il faut avoir l'environnement adéquat. D'accord? Et ça, je pense que c'est vraiment important. Enfin, moi, après, c'est une opinion scientifique, une hypothèse scientifique, c'est que ces environnements-là vont déterminer la capacité d'une planète à développer une chimie prébiotique. Donc, tout ce qui est dans les astéroïdes et les comètes, pour moi, ça n'a rien de prébiotique. Souvent, on dit que la glycine dans un astéroïde et une comète est prébiotique, c'est que l'univers en tant que tel est prébiotique, ça veut dire que de par même les lois physiques de l'univers, la vie devait émerger. Et ça, on n'en sait rien, on va vers des doctrines philosophiques qui sont parfois un peu borderline. Ça, pour moi, c'est vraiment important, c'est qu'il faut un environnement qui va allier les conditions, notamment d'énergie, de la matière, et c'est ça qui va permettre l'émergence de systèmes chimiques. Et la chimie prébiotique, c'est une chimie des systèmes, notamment des systèmes en équilibre. Donc, une fois qu'on a ces fameux réplicateurs, eh bien, l'idée, c'est qu'on va avoir une évolution continue vers une augmentation de la stabilité cinétique. Et c'est en gros, excusez-moi, je trouve dans les flèches. Et en fait, ces petits réplicateurs, eh bien, c'est les premiers stades d'évolution chimique qui ensuite vont pouvoir évoluer et subir une évolution proto-darwinienne lorsqu'on est au niveau chimie, puis après darwinienne lorsqu'on va être au niveau des systèmes biochimiques tels que le biologiste peut les considérer. Donc voilà, donc normalement j'en ai fini. Donc voilà, donc l'idée de cette présentation-là, c'est vraiment de vous donner un petit peu des informations sur d'où pouvait venir la matière organique que l'on peut observer au sein des corps interplanétaires, et puis de se poser la question,
En quoi est-ce que cette matière organique pourrait jouer un rôle à la surface des planètes telluriques telles que la Terre? Et évidemment, par extrapolation, est-ce qu'on pourrait trouver le même type de matière organique dans des systèmes, dans des systèmes exoplanétaires? C'est français, ça, oui. Et donc, est-ce qu'il pourrait se passer la même chose à la surface d'exoplanètes? D'accord? Et donc, comprendre quel type d'environnement peuvent générer cette chimie des systèmes, que cette chimie prébiotique de systèmes hors équilibre capables de se reproduire, eh bien, ça nous donnera une information et peut-être une réponse au bouquin de Jean-Pierre Vibring, qui est pour lui, c'est que sur Terre. Pour nous, pour le moment, on n'en sait rien. Donc voilà, je vous remercie.